On prépare le budget et puis il y a les polémiques sur les policiers, sur les homosexuels. On va en parler avec Nicolas Bay, qui est le vice-président du Rassemblement national et qui est également député européen. Nicolas Bay, bonjour. Bonjour. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, qui était ce week-end en meeting, il a tendu la main aux Républicains, au Rassemblement national, parce qu'il veut que ça soit fusionnel, cet esprit plutôt très eurosceptique, et pour ne pas dire plus, c'est-à-dire remettre en question l'Europe. Vous la prenez, cette main? Pour ce qui nous concerne, il s'agit surtout de réorienter totalement Vous la prenez, cette main? On ne peut pas faire l'union tout seul, et Nicolas Dupont-Aignan devrait en avoir conscience. Il représente une force politique qui n'est pas négligeable, mais qui reste assez relativement petite, modeste en termes de poids électoral par rapport au Rassemblement national. Donc nous lui avons tendu la main, nous continuons de le faire. Aujourd'hui, il annonce qu'il veut être candidat, qu'il veut faire sa liste de manière séparée. Mais si vous regardez en chien de faïence, ça risque pas de écoutez, on verra bien ce qu'il décidera. Vous ne pouvez pas faire cause commune moi, c'est ce que je souhaite. Nous, on tend la main, évidemment, à tous ceux qui sont d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire une Europe des nations et des protections. C'est toujours pareil, c'est une histoire d'ego alors. Parce que... Macron aujourd'hui rassemble les mondialistes. Non, je ne vous parle pas de Macron, il nous appartient en face de construire ce rassemblement. Et évidemment, Nicolas Dupont-Aignan, il a toute sa place. Moi, ce que je vois, c'est qu'il va sans doute faire des déçus parce qu'il avait une attitude très courageuse entre les deux tours de la présidentielle. Il devrait s'inscrire dans cette démarche-là. Pour être le Premier ministre de Marine Le Pen. Voilà, il devrait s'engager dans cette démarche-là en participant à cette liste de rassemblement que nous allons mettre en œuvre aux élections européennes. Le Rassemblement national, des personnalités qui viendront sans doute des Républicains. Nicolas Dupont-Aignan y aurait toute sa place. Il a encore le temps de changer d'avis. Il reste 8 mois avant l'échéance. Mais puis voilà, et puis s'il veut absolument faire sa liste, écoutez, c'est pas grave. Si jamais il fait 5% des voix et qu'il a des élus, ça ne nous empêchera pas de travailler ensemble ensuite au Parlement européen. Où en êtes-vous avec M. Mariani des Républicains précisément? Écoutez, il y a des il va venir ou pas? Oui, moi j'espère qu'il viendra. C'est quand la date limite? Vous lui avez il n'y a pas de date limite. Vous savez, les élections, c'est encore dans quelques mois. Mais je pense qu'il prendra sa décision. C'est une décision qui lui appartient. Il pourrait être tête de liste? Je ne crois pas qu'il ne le souhaite, ni que ça a été envisagé, mais en tout cas, je pense qu'il peut avoir un rôle très important dans le dispositif. Voilà, le but, c'est de rassembler. Jean-Paul Garot une personnalité qui vient comme ça des Républicains, il a été ministre, et qui partage l'essentiel de notre vision d'une Europe des nations, eh bien, il a évidemment toute sa place parmi nous. D'accord. Alors, des propos rapportés par l'agence France-Presse depuis Mantes-la-Jolie, où Mme Le Pen était hier. Ce militant qui s'appelle Martin, il a 52 ans, il dit « Je suis ni optimiste ni pessimiste pour l'avenir du Rassemblement national, qui est très endetté et visé par plusieurs affaires. Et si on arrête le combat, dit-il, on est sûr de perdre. » Vous êtes ni optimiste ni pessimiste, vous? Moi, je suis tout à fait optimiste. À la fois, je suis inquiet pour l'avenir de la France, parce qu'aujourd'hui, notre pays va mal. Mais est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de votre parti? Non, pas du tout, au contraire. Et les sondages montrent bien qu'on est la force centrale, la seule vraie opposition à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, dans les sondages d'intention de vote aux européennes, on est au coude à coude. Et si on fait ce rassemblement, un sondage du Figaro, dont je parlais il y a une semaine. Si on fait ce rassemblement, on peut arriver même en tête, distancer largement la liste qui sera soutenue par le président de la République. Donc je ne suis pas du tout inquiet sur notre projet politique et ses perspectives d'avenir et l'adhésion des Français à ce projet. Nous sommes simplement, vous le savez, entravés aujourd'hui dans notre action par des décisions de justice. Madame Le Pen est très en colère contre ça. Il y a, première chose, une expertise psychiatrique qui a été diligentée par la justice parce qu'elle a publié, diffusé sur Internet des images qui sont répréhensibles sur des crimes horribles commis par Daesh. Et la loi veut que quelqu'un qui diffuse ce type d'image se soumette à une expertise psychiatrique. On voit bien que pourquoi vous l'avez fait savoir? Elle aurait très bien pu s'en passer, elle aurait très bien pu ne pas faire de publicité autour de ça. Parce que quand on attaque ses adversaires politiques avec ce genre de méthode, eh bien, on s'engage dans la pente du totalitarisme. Ce n'est pas les adversaires politiques, là, c'est la justice. Oui, mais en l'occurrence, ce n'est pas à vous que je vais apprendre quand même que la justice en France... Elle est à la botte du pouvoir. Je ne dis pas ça, je dis qu'il y a des magistrats qui sont politisés, qui instrumentalisent l'institution judiciaire, ce qui est très grave, et porte gravement atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Donc les magistrats qui ont décidé, les juges d'instruction qui ont décidé vous estimez qu'ils sont instrumentalisés? Je pense que d'une manière générale, quand ils traitent du Rassemblement national, eh bien, au lieu de faire du droit, ils font
de la politique. Oui. Est-ce qu'elle va y aller à cette convocation pour expertise Non, elle a dit qu'elle ne s'y rendrait pas parce que c'est ridicule. Ouais. C'est ridicule et on voit bien qu'elle a voulu dénoncer, il n'y a aucun doute possible là-dessus, les exactions de Daesh, l'abomination, l'atrocité des actes islamistes et terroristes. Voilà, on voit bien. Très bien pu ne pas s'y rendre sans le faire savoir. On voit d'ailleurs à cette occasion que l'incrimination dont elle est l'objet est absurde puisqu'elle doit s'appliquer à des cas qui n'ont absolument rien à voir. Vous noterez par exemple que quand la presse a fait le choix de publier en une de la plupart des quotidiens la photo du petit Elan échoué sur une plage, eh bien, ça a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Donc on voit bien qu'il y a deux poids, deux mesures. Alors, dans le même temps, d'autres juges ont décidé la saisie de 2 millions d'euros qui devaient vous revenir pour des histoires d'emplois fictifs au Parlement européen, présumés, j'entends. Et Mme Le Pen dit c'est pareil, on veut vous faire taire. C'est quoi cette histoire? Écoutez, c'est évident. Pour le Rassemblement national, je crois qu'il y a des adversaires, y compris au sein de la magistrature. Oui, c'est évident. Quand vous avez le Rassemblement national qui touche une subvention annuelle, parce que les Français en ont décidé par leur bulletin de vote en juin 2017 aux législatives, comme ils l'ont décidé pour d'autres formations politiques. Cette somme-là, elle ne peut pas être comme ça saisie par la décision, non pas une décision de justice, non pas un jugement, mais au mépris de la présomption d'innocence, sans aucun jugement, par deux magistrats politisés dans leur bureau. C'est absolument scandaleux et ça pose un problème démocratique qui nous dépasse largement. C'est pas seulement le problème du Rassemblement national, c'est pas seulement les contraintes que ça nous impose sur le plan de l'action politique ou que ça nous entrave. Ça pose un problème démocratique extrêmement grave. Et on a vu dans d'autres occasions et pour d'autres partis politiques ou candidats, la justice sortir totalement d'un fonctionnement normal. On veut vous faire taire. Mais écoutez, c'est évident, on voit bien aujourd'hui qu'on est la force d'opposition, je pense, à vocation majoritaire. Emmanuel Macron est en train de s'effondrer aujourd'hui. Les Français le voient désormais tel qu'il est. Ils ne se font plus d'illusions. Et l'alternative politique, eh bien, c'est évidemment le Rassemblement national. Pas tout seul. D'ailleurs, avec tous ceux qui travailleront avec nous dans le futur, aux européennes, aux municipales, pour préparer l'alternance de 2022. Sur le plan financier, c'est quand même, les temps sont durs pour vous. Est-ce que vous allez pouvoir faire normalement campagne pour les européennes? Écoutez, je l'espère. J'espère qu'on trouvera les financements. Là aussi, on voit que le pouvoir ne facilite pas la tâche, puisqu'ils ont interdit la possibilité d'emprunter auprès d'établissements bancaires hors de l'Union européenne. Et par ailleurs, Emmanuel Macron, contrairement à ses engagements, n'a pas mis en place cette fameuse banque de la démocratie qui aurait permis justement à tous les partis politiques et tous les candidats d'avoir un égal accès. Oui, François Bayrou. On y était favorable de faire en sorte que les partis et les candidats aient un égal accès aux possibilités de crédit, parce que sinon, c'est les banques qui décident qui a le droit d'être candidat, qui a le droit d'avoir un financement. Et ça pose un très grave problème. Les élections européennes verront-elles la victoire des souverainistes nationalistes à l'échelle justement de l'Union? Oui, moi je crois que c'est possible. C'est pas fait, c'est pas joué d'avance, mais ça me paraît possible. On peut avoir une majorité au Parlement européen qui veut une Europe des nations et des protections. Et alors demain. Comment ça se passera? Ça veut dire qu'on casse l'Europe, Non, on va réorienter totalement, renégocier les traités européens. Bruxelles. Je crois qu'il faut un fonctionnement différent. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle est antidémocratique dans son fonctionnement. La Commission européenne verrouille tout, cadenasse tout, a une démarche punitive. Dissolution de la Commission européenne. A une démarche punitive à l'égard de pays comme la Hongrie ou la Pologne, simplement parce qu'ils refusent les quotas de migrants. Et puis dissolution de la Commission européenne. Oui, moi je pense qu'il faut supprimer la Commission européenne et avoir un organe qui organise administrativement et sur le plan de la réglementation les grandes décisions, les grandes coopérations européennes. Des États. Vous avez des grands projets qu'on doit pouvoir mettre en commun à l'échelle européenne. C'est la question des frontières extérieures, c'est la question des protections économiques, c'est la question par exemple de la sécurité alimentaire ou de la protection des données personnelles. Juvin, on a des défis à relever ensemble. Hervé Juvin ? C'est une possibilité. On sera amené dans les prochaines semaines. C'est quand alors la date limite, la deadline, comme on dit sur le talk? Il n'y a pas de deadline. Le dépôt des candidatures, c'est au mois de mars, je crois. Donc on a encore un peu de temps. Mais je pense qu'avant la fin de l'année. Il est inconnu, Hervé Juvin. C'était quelqu'un, un honorable professeur d'économie, je crois. Qu'on réfléchisse à l'hypothèse d'une tête de liste qui ne serait pas issue du Rassemblement national, justement pour incarner ce rassemblement de façon concrète, moi je trouve que c'est une idée très intéressante. Hervé Juvin, c'est une personnalité d'une grande qualité. Le fait de ne pas avoir une grande notoriété n'étant pas forcément un obstacle rédhibitoire. Il y a une dizaine de jours, le Parlement européen était appelé à se prononcer sur la Hongrie, savoir s'il fallait engager une procédure de suspension des instances de l'Union de la Hongrie. Et à l'intérieur du groupe majoritaire, le PPE, qui est un groupe auquel vous n'appartenez pas, qui est un groupe conservateur, à l'intérieur duquel siègent les députés européens des Républicains, c'est-à-dire du parti LR en France, eh bien, beaucoup de ces députés européens LR ont voté pour
justement que cette procédure soit engagée? Oui, on voit bien que le PPE, qui est finalement à l'échelle européenne, ceux qui sont un peu les républicains, ils sont complètement polyfracturés. Il y a ceux qui soutenaient Orban, ceux qui étaient contre, ceux qui s'abstiennent. Chez les républicains, il y a 18 députés européens, les républicains, les amis de Laurent Wauquiez. Bon, en permanence, ils votent à Bruxelles différemment de ce qu'ils disent à Paris. Ils votent les traités de libre-échange, ils votent les quotas de migrants, ils votent les sanctions contre la Pologne. Et là, sur la Hongrie, c'est très intéressant. Il y avait 4 positions de vote différentes. Il y a ceux qui étaient pour, ceux qui s'abstiennent, ceux qui sont contre et ceux qui étaient à la piscine ce jour-là, enfin n'étaient pas présents dans l'hémicycle. Bon, ça montre bien aujourd'hui que finalement c'est un parti qui est englué dans ses ambiguïtés. Laurent Wauquiez, qui est le président du parti, dit qu'il n'aurait pas rendu public son vote. Oui, ça montre bien qu'il est incapable d'assumer une position claire. Et les amis de Laurent Wauquiez, y compris des très proches de Laurent Wauquiez, comme Weisshorsthoefe, il s'est abstenu, ce qui, dans le cas précis, revenait d'ailleurs à voter pour les sanctions contre la Hongrie, parce qu'il fallait les 2 tiers des exprimés, les abstentions n'étaient pas prises en compte. Parce que la procédure a été engagée, ils ont obtenu les 2 tiers des votes. C'est un peu technique, mais en réalité, en pratique, les républicains qui ont voté pour ou qui se sont abstenus, ils ont contribué à sanctionner la Hongrie. Il faut que les choses soient bien claires. Bon, on voit bien qu'ils finalement, ils expliquent à Paris qu'ils veulent une Europe de la protection, mais en réalité, ils votent depuis des décennies maintenant en permanence toutes les orientations désastreuses de l'Union européenne. La Commission européenne, elle est entre les mains de M. Juncker, qui est leur ami politique. Donc, ce n'est pas un allié. Vous tendez la main quand même au LR, mais alors pourquoi vous leur tendez la main alors que vous dites tout le mal que vous en pensez? Non, mais moi je pense qu'il y a des personnalités chez les Républicains, et plus encore, il y a beaucoup d'électeurs chez les Républicains qui, à mon avis, n'ont plus rien à y faire, ne se retrouvent pas dans cette espèce d'ambiguïté permanente, de position pas claire. Il y aura un choix tranché, il y a une ligne de partage qui est claire. D'un côté, Emmanuel Macron, qui défendra l'accélération vers le fédéralisme européen, c'est ce qu'il appelle la souveraineté européenne, c'est-à-dire aller encore plus loin dans la logique de l'intégration européenne, dont on a vu qu'elle a été désastreuse, donner encore plus de pouvoir à la Commission européenne, aller encore plus loin dans la suppression des protections économiques. Et vous noterez que sur la scène européenne, il est aujourd'hui le seul, avec peut-être le gouvernement socialiste espagnol, à défendre encore le fait qu'il faut faire venir des migrants en Europe, alors que tout le monde dit que c'est terminé. L'écrivain Yann Moix, ce week-end, a fait parler de lui parce qu'il a accusé la police de 1000 mots, que je ne répéterai pas ici, en disant, en gros, elle n'a pas le courage d'aller dans les quartiers difficiles et tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? C'était violent, quoi, comme expression. Oui, j'ai vu, c'est lamentable et honteux. De la part de Yann Moix. Voilà, la police. Il faut qu'il soit poursuivi en justice. Oui, je pense que s'il y a matière. Oui, moi je suis pour la liberté d'expression, mais j'accepte pas qu'on insulte comme ça la police. La police, on a effondré ses effectifs, on a effondré ses moyens. C'est la responsabilité conjointe de la droite et de la gauche. Aujourd'hui, elle mène son travail, sa mission, dans des conditions extrêmement difficiles, avec pas ou peu de soutien des pouvoirs publics, alors même que non seulement la menace terroriste reste permanente, mais la délinquance et la criminalité, on l'a vu tout au long de l'été, n'a cessé d'augmenter. Autre polémique, Marcel Campion, qui d'ailleurs s'entend plutôt très bien avec Marine Le Pen, a eu des propos qu'il a tenus il y a quelques mois sur les homosexuels, en disant que en gros, la mairie était noyautée par la communauté homosexuelle, la mairie de Paris. Vous êtes... moi, j'ai pas vu cette vidéo, j'ai vu la retranscription. C'est assez salé, on va dire. Oui, c'est des propos qui me semblent assez inélégants, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous savez, ça ne nous concerne pas. Ça ne remet pas en question votre affection pour Marcel Campion? Non, mais c'est pas ça. Il est représentant du monde des forains. Donc c'est à ce titre-là qu'on l'a rencontré. Mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec lui. Il faut plutôt poser la question à Florian Philippot, puisque lui, c'est un ami de Marcel Campion. Je crois même que Marcel Campion lui fournit le siège de son association. D'accord. Donc c'est à Florian Philippot qu'il faut poser la question. Sans doute. D'accord. Mais vous les condamnez, ces propos? Oui, je ne sais pas, je n'ai pas vu précisément ce qu'il avait dit, mais de ce qui a été retranscrit, oui, ça me semble assez malvenu, assez choquant. Oui. D'accord. Nous sommes avec Nicolas Bay, le vice-président du Rassemblement national, et on continue avec Valentin Pilate et vos questions. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Nicolas Bay. Bonjour. Alors, lorsqu'on a annoncé votre venue aujourd'hui sur le Figaro.fr dans un article, on a eu quelques commentaires, notamment celui de Daniel qui nous dit « De toute façon, maintenant ce sera plus que nationaliste, populiste, enfin tout sauf la Macronie ». Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je crois en effet qu'il y a un partage très clair entre Emmanuel Macron qui finalement a rassemblé les mondialistes de droite et de gauche
beaucoup de ministres, d'anciens ministres qui ont participé au gouvernement précédent de droite et de gauche et qui ont échoué. Et c'est une obligation pour nous, en quelque sorte, c'est une responsabilité de fédérer tous les nationaux, tous ceux qui pensent que la nation est le moyen de protéger nos libertés fondamentales, notre économie, notre sécurité, notre identité. Et dans le cadre des élections européennes, cette Europe des nations dont on a beaucoup parlé depuis longtemps au Rassemblement national, mais qui pouvait sembler être un petit peu un slogan, aujourd'hui c'est une réalité concrète. C'est ce que veut l'Italie, c'est ce que veut la Hongrie, c'est ce que veut la Pologne, c'est ce que veut l'Autriche. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron est non seulement en situation d'échec sur la scène européenne où il n'a pas d'amis, mais il est en situation d'isolement aussi parce qu'il va exactement à rebours, à l'inverse d'une lame de fond en faveur des nationaux, en faveur de l'identité qui s'exprime partout en Europe. Alors justement, une question de Fred. Pensez-vous réellement que Marine Le Pen soit encore crédible pour gouverner la France après le débat catastrophique contre Macron dans l'entre-deux tours? C'est sa question sur Facebook actuellement. Mais écoutez, Marine Le Pen a elle-même reconnu avec humilité que ce débat du 3 mai 2017 n'avait pas été réussi. Pour autant, on ne va pas résumer une carrière politique à un débat de 2 heures. Et je vous signale quand même qu'elle a obtenu 11 millions de voix plusieurs jours après ce débat, en l'occurrence. Bon, on est d'ailleurs dans une situation en 2018 où on prépare les élections européennes. Viendra ensuite la question de 2022 et elle-même a dit que ce n'était pas d'actualité. Mais je crois que Marine Le Pen, aujourd'hui, elle apparaît comme la figure de proue, comme le chef de la seule formation politique qui est capable d'être une vraie opposition à Emmanuel Macron au sens où nous sommes capables de porter un projet alternatif. Voilà, la France insoumise ou les Républicains, ils s'agitent, ils font un peu d'opposition à Macron de façade, mais en réalité, ils ne portent pas un vrai projet alternatif crédible. Le jour où la politique fiscale du Rassemblement national deviendra réaliste et moins étatiste, je voterai pour vous. C'est le commentaire de Christian sur Facebook. Vous êtes étatiste Non, je crois qu'on n'est pas étatiste. On veut un État qui assume ses fonctions, mais qui n'assume que ses fonctions. Vous êtes quand même pour un revenu minimum pour tout le monde. Mais on veut une vraie politique sociale. On veut une vraie politique sociale, mais on ne veut pas d'étatisme au sens où on ne veut pas que l'État s'occupe de tout et de n'importe quoi. On veut un État qui assume ses missions. Vous êtes pour la privatisation de la Française des Jeux? Je pense que c'est typiquement le genre d'activité qui doit rester un monopole d'État. Mais bien sûr, et il y a d'autres domaines où l'État doit assumer ses fonctions. L'État doit être aménageur du territoire, il doit organiser le patriotisme économique, il doit protéger l'économie française quand c'est nécessaire contre la concurrence déloyale. Ce n'est pas le cas, mais pour le reste, il doit baisser les charges, baisser la fiscalité, ce qu'il ne fait pas. Emmanuel Macron, il a augmenté de 4,5 milliards d'euros d'impôts en 2018. Et aujourd'hui, on nous annonce, ce qui est incroyable dans le budget 2019, qu'on va avoir une baisse d'impôts. En réalité, c'est toujours la même annonce qui est recyclée, c'est la baisse de la taxe d'habitation, mais qui ne compensera évidemment pas les hausses spectaculaires, notamment des taxes sur le carburant et sur le tabac. Une question de David sur Twitter. Est très récurrente, elle revient très souvent celle-ci. Marion Maréchal Le Pen, candidate aux européennes, à la présidentielle, qu'en est-il que fait-elle aujourd'hui? Peut-elle revenir non, mais elle peut revenir évidemment si elle en a le souhait, mais je crois que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Elle s'est engagée dans un projet très intéressant d'une école, une académie de sciences, pas de sciences politiques seulement, voilà, une école qui est ambitieuse de formation. Elle est totalement impliquée dans ce projet-là, qui est un projet qui s'inscrit sans doute dans le combat des idées. Donc il n'est pas si éloigné que ça de notre combat à nous, il est plutôt complémentaire du combat politique et électoral. Après, si un jour elle veut revenir en politique, eh bien elle sera évidemment la bienvenue parmi nous. Dernière question. Une dernière question sera celle de Jacqueline qui vient de tomber. Que pensez-vous des nouvelles sanctions pour les retraites, pour les retraités? Selon vous, est-ce qu'Emmanuel Macron tape trop sur les retraités? C'est ce qu'on entend trop souvent. Même s'il a fait un peu marche arrière, là, parce qu'il y a 300 000 retraités qui ne vont pas être soumis la hausse de la CSG était très importante et elle n'a pas frappé que les grosses retraites, loin de là. Le gel, ce qui aboutit au gel des pensions de retraite avec la non-indexation, c'est évidemment un nouveau coup dur pour nos anciens. C'est assez scandaleux parce que les retraites, nos anciens ont cotisé toute leur vie pour y avoir droit, et donc c'est pas du tout une prestation sociale. Or, Emmanuel Macron, ils n'ont pas cotisé pour eux, comme vous le savez. Oui, bien sûr, ils ont par répartition. Oui, par répartition, mais enfin c'est scandaleux de taper comme ça aussi durement ceux qui ont travaillé. Et d'une manière générale, ce qui est scandaleux, c'est que la politique d'Emmanuel Macron, ça consiste à frapper ceux qui travaillent ou ceux qui ont travaillé, et à frapper beaucoup moins durement les flux de capitaux, la spéculation. Donc on voit bien là encore que voilà, il mène une politique fiscale au service d'une toute petite catégorie, ceux qui ont contribué sans doute à son élection, incontestablement, au détriment des classes populaires, des classes moyennes et au détriment de l'économie réelle. Parce qu'en réalité, la politique de Macron, ça consiste à soutenir ceux qui ont une vision purement financière de l'économie, contre les TPE et PME, contre ce qui constitue notre tissu économique, qui devrait être au contraire soutenu par l'État.
C'était Nicolas Bay, le vice-président du Rassemblement national et qui est aussi député européen. Merci Nicolas Bay d'avoir répondu à nos questions. Merci Valentin Pilate de vous être fait l'écho des questions de nos